Alors, je vous laisserai vous présenter tout à l'heure. Je vais juste faire une petite introduction sur cette identité numérique, qui est un vaste sujet. Donc, l'identité numérique, quels sont ses objectifs, ses enjeux? Est-ce à titre individuel, pour les organisations, les entreprises, les métiers? Qu'est-ce que ça signifie en termes de protection des données aussi, notamment vis-à-vis du RGPD? Est-ce que c'est un moyen d'identification local, national, européen, voire international? Quels sont les moyens d'authentification mis en œuvre pour cela? Est-ce que c'est de l'empreinte, de la reconnaissance faciale, voire de la signature électronique? Enfin, tout ça, on ne sait pas trop. Ça se met en place doucement. L'année dernière, ont été lancées les premières assises de la sécurité numérique en avril 2018. Où est-ce qu'on en est des travaux? Donc, je vais vous demander de vous présenter et je pense que avec moi, on va essayer de faire le tour de toutes ces questions. On parle beaucoup en ce moment de cette fameuse application sur smartphone mobile, Alicem, qui fait de la reconnaissance faciale pour s'authentifier en ligne sur les services publics. Donc, on pourra l'évoquer aussi peut-être au passage, parce que ça fait l'actu. Voilà. Donc, je vais donner la parole d'abord à Madame Stéphanie Labriole. Vous allez vous présenter puis nous expliquer ce que c'est que la Security Identity Alliance. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Donc le SIA, c'est une organisation qui regroupe des sociétés privées et publiques dans le secteur de l'identité, les leaders en fait. Donc nous avons comme membres Gemalto Thales, IDEMIA, l'IN Group, Imprimerie nationale, donc Philippe est le représentant aujourd'hui, Veridos qui est l'équivalent allemand et Delarue qui est l'ancien imprimeur, qui a toujours été un imprimeur commercial mais qui est l'imprimeur anglais. Et donc, notre organisation a pour vocation de faciliter l'accès à tous à une identité juridique fiable et faciliter les services inclusifs numériques grâce à cette identité. Donc, c'est une organisation internationale. Donc, j'espère que vous excuserez mes fautes de franglais parce que c'est vrai que je suis plus habituée à présenter en anglais qu'en français. Et donc voilà, nous faisons la promotion des bonnes pratiques, nous recommandons des normes, nous en mettons en place, et nous faisons beaucoup d'advocacy aussi pour cette industrie en fait, qu'est l'identité digitale. Très bien, alors monsieur Philippe Young, puisqu'on parlait de l'imprimerie nationale, qui ne s'appelle plus comme ça d'ailleurs. Exactement. Bonjour, mesdames, messieurs. Donc, je suis Philippe Young. J'ai en charge la direction de produits au niveau de la BU identitaire à l'imprimerie nationale, c'est-à-dire en fait toutes les solutions de titres régaliens et les systèmes permettant d'émettre ces titres, ainsi que les usages associés. Très bien, monsieur Pichon. Oui. Bonjour, merci de m'accueillir ce matin. Vous avez bien choisi la photo. Ouais, je crois que c'est une photo de vacances. C'est pas moi. Très approprié. Voilà. Elle servira pas pour la reconnaissance faciale, celle-là, alors voilà. Pour la future carte. Voilà, donc je travaille effectivement à la direction du programme interministériel de l'identité numérique. Donc c'est le programme qui est interministériel et non pas la direction. Je suis l'adjoint de la directrice. D'accord. Et monsieur Young pardon, excusez-moi, monsieur Fouillenne. Oui, bonjour, donc Lionel Fouillenne. Donc moi je travaille pour la DINSIC. Alors peut-être expliquer ce qu'est la DINSIC. C'est une direction interministérielle qui aide les administrations ou les opérateurs des administrations à faire cette transition du numérique. Et voilà, elle a plein de missions, dont une qui est le France Connect. Et voilà, c'est un outil qui est mis à disposition en fait, des administrations, mais je pense qu'on y reviendra dans un premier temps pour les administrations, et on verra que c'est un outil qui a velléité à se propager, à se généraliser au-delà des administrations. D'accord. Donc vous travaillez avec monsieur Pichon ou ce sont deux missions séparées? On se connaît, voilà, et on travaille ensemble effectivement, mais ce sont deux sujets différents, on vous expliquera ça. Voilà, ce qui serait bien, effectivement, c'est de vous décrire un petit peu l'articulation entre ces deux sujets pour que tout le monde comprenne bien. Très bien. Alors, on va peut-être faire un petit sondage pour commencer, puisqu'on parle de France Connect. L'idée, c'est de vous demander qui a déjà utilisé France Connect, qui a déjà un compte.
Donc on a un petit peu moins que la moitié. Voilà. Bah, Ce qui est pas mal. Normalement, il y a bien. 12 millions d'utilisateurs, Ouais, d'après ce que voilà. j'ai compris, avec à l'horizon 2022, 25 millions d'utilisateurs. Oui, sachant que le public est peut-être un petit peu averti. Donc voilà, à mon avis, on est dans une bonne moyenne. Oui. On est dans une moyenne qui correspond à celle nationale. 12 millions. Alors très bien. Alors on peut peut-être commencer justement par France Connect. Je suis allée voir la feuille de route de France Connect, qui est assez récente, là, entre 2019 et 2022. Donc, il y a tout un tas de programmes qu'on nous propose. Alors, pour tout vous dire, je nage un peu. Pour moi, ça reste un peu flou, tous ces dispositifs. Donc, il y a effectivement le France Connect qui existe déjà. On peut se connecter sur les impôts, par exemple, ou après sur le site d'amélie.fr, notamment. Et puis, on va prévoir, d'après ce que j'ai compris, des comptes pour les pros, donc Pro Connect. Tout se termine en Connect, c'est facile de se rappeler ça. Un compte pour ceux qui veulent aider les autres qui ne pourraient pas se connecter, donc des aidants Connect. Il va y avoir aussi, pour un niveau plus sécurisé, donc cette fameuse carte nationale d'identité électronique. Et puis un quatrième que j'ai oublié. Alors, il y a Agent Connect. C'est ça, pour les agents des lignée. services publics. Et puis tout ce qui est API qui permettent de désiloter les différentes administrations. Alors, je ne sais pas si on aura le temps de détailler tout cela. Mais alors, dites-nous justement quels sont les enjeux et les objectifs, hein, à quoi ça va servir, et puis comment ça va se décliner, et puis aussi quelles peuvent être les applications métiers, parce que là, on est dans un cadre professionnel, donc certes, c'est pour chaque individu, mais aussi comment l'entreprise et les métiers vont pouvoir s'en servir. Alors peut-être un petit peu revenir au démarrage. Hein. France Connect, c'est né d'une initiative de l'État, parce qu'à chaque fois qu'on ouvre une démarche, on génère des identifiants mots de passe pour chacune de ces démarches. Donc les utilisateurs, les citoyens, ça fait un de plus, donc un qui s'empresse d'oublier. Enfin voilà, c'est un frein en fait à l'utilisation des services. Mais ça, c'est valable aussi dans la vie, on va dire, autre que démarches administratives. Donc voilà comment est né France Connect en 2015, puis site pilote, début de généralisation. Ce qu'il faut savoir, c'est que France Connect, c'est une plateforme et un bouton qui mettent en relation donc l'utilisateur, le fournisseur de services, donc la démarche en elle-même, et le fournisseur d'identité. Cette notion de fournisseur d'identité, elle est vraiment capitale à bien comprendre. France Connect ne fait rien, si ce n'est de mettre en relation ces différents acteurs. Et, il fédère en fait. Il fédère des comptes que vous avez déjà, qui sont solides. Ce sont des identités solides, ce sont des acteurs qui ont collecté vos données d'identité, les impôts, le compte Amélie, je ne les cite pas tous, enfin, la Poste, voilà, on en a 6, à l'ICEM, ce sont voilà, encore une fois des acteurs solides. Et en fait, France Connect va permettre à l'utilisateur d'utiliser cette identité qui est stockée quelque part et qui lui a été remise par un de ces acteurs pour aller se promener, si je puis dire, en tout cas se connecter sur différents sites qui peuvent aller à votre espace retraite, à la ville de Paris, etc. etc. Hein. Aujourd'hui, il y a 560 services qui sont accessibles par France Connect. Uniquement des services publics ou également des services privés ? Ce sont uniquement des services publics jusque novembre 2018, où là, on a modifié notre périmètre via l'arrêté qui régit France Connect. Et on a, depuis cette date-là, la possibilité on donne la possibilité à des acteurs privés d'utiliser France Connect, pas tous encore. Aujourd'hui, on se limite, on y va pas à pas, parce qu'il faut quand même contrôler les acteurs qui peuvent utiliser ce type de données. Je pense qu'on va revenir après sur la sécurité des données, et il est important de contrôler à qui on donne ce dispositif qui fait transiter quand même des données de votre identité. Et vous pouvez nous donner des noms d'acteurs privés ? Alors oui, j'ai les acteurs privés, donc c'est pas tous, c'est aujourd'hui les acteurs bancaires essentiellement, les acteurs en fait qui peuvent justifier légalement de ce besoin d'identifier formellement leurs utilisateurs. On sait que quand on ouvre un compte en banque, il y a ce qu'on appelle le KYC, et il faut identifier formellement l'utilisateur. Donc voilà, un produit comme France Connect semble adapté. Hein, on a démarré avec quelques acteurs bancaires et des assureurs.
Donc il y a Boursorama, pour pas le citer. Il y a des demandes de crédit par United Credit. Donc ce sont des acteurs du numérique qui pour eux, il est important de capter des prospects via sur Internet et qui utilisent ce dispositif parce que c'est un peu comme si vous montriez votre pièce d'identité en ligne. Donc ça a une certaine valeur. Ok. Donc vous avez évoqué en fait parmi les enjeux donc la fraude bancaire notamment, hein, l'accessibilité des services, La simplicité. la simplicité. Il y en aurait d'autres. Simplicité, lutte contre la fraude, et puis on peut même peut-être, parler d'économie, de gains pour les administrations, puisque certains services vont se développer en mode à distance, plutôt que d'obliger soit l'utilisateur à faire un courrier dans lequel il va montrer son identité, ou de se déplacer. Donc il y a aussi, je pense, beaucoup d'économies en termes de... Si je prends un exemple, pour aller consulter vos points de permis de conduire, jusqu'à présent, il y a quelques années, vous deviez soit vous déplacer, soit il y avait un dispositif de courrier qui vous permettait de recevoir un code et puis aller... Aujourd'hui, avec 2 clics, vous accédez à votre solde de points de permis. Voilà, donc c'est un exemple d'économie pour tout le monde. Économie pour l'administration. D'ailleurs, on a une idée du coût global de France Connect. Oui, il y a un coût. De toute façon, il y a eu un coût de mise en place du projet, puis il y aura un coût récurrent parce que oui, il y a des serveurs, oui, il y a un support, voilà, il y a de la maintenance de notre plateforme, donc les coûts exacts, c'est toujours un peu compliqué de communiquer sur les coûts. Mais... Et vous pouvez développer un peu donc Sur l'Estonie. Par exemple, c'est voilà. C'est pas le même nombre de mais justement, si on multiplie, leur montrer une échelle, en fait, en Estonie, ils publiaient des données comme quoi ça leur faisait économiser à peu près 1 semaine de travail par an à un citoyen, en fait. C'était l'équivalent en économie. Donc si on reporte ça sur la taille de la population en France, c'est énorme, en fait. Hein. Et vous nous en dites un peu plus quand même sur ProConnect. Alors ProConnect, vous voyez la difficulté quand même de mettre en place cette fameuse identité numérique. Hein, et puis c'est dans les autres pays aussi. Hein, c'est quand même des belles aventures. Et ce qu'il faut se dire, c'est il faut capitaliser sur ces efforts qui sont faits, sur ces investissements. Donc tout ce que l'on fait sur l'identité numérique de la personne physique, il faut s'appuyer sur la qualité de ces dispositifs pour également adresser la personne morale. Alors, quand on dit adresser à la personne morale, c'est permettre à une personne physique de représenter son entreprise pour faire ses démarches au nom de son entreprise. Donc, quel type de démarche? Est-ce que ça rentre dans le cadre de la contractualisation, par exemple? Est-ce que ça va venir c'est d'aller régler les impôts, c'est de faire des demandes sociales. Enfin, c'est toutes les démarches qui s'adressent. Donc ça se substitue pas à des moyens d'authentification qui sont déjà en place à travers divers règlements actuellement, soit français, soit européens. Non, ça se substitue pas. De toute façon, ProConnect aujourd'hui, il est en mode slide. Hein. C'est un projet qui démarre. Il n'est pas encore aussi mature que ce qu'on appelle France Connect. Il va s'appuyer sur France Connect, ça c'est certain. De la même façon qu'Aidant Connect s'appuie sur France Connect. De même pour Agent Connect. Hein. Il n'est pas question de repartir d'une feuille blanche à chaque fois. Il y a trop d'efforts, trop d'investissements qui sont faits sur ce déploiement d'identité. D'accord. Donc on peut peut-être évoquer maintenant la fameuse carte d'identité numérique avec Monsieur Pichon. Donc ça, c'est quelque chose qui fait partie aussi du plan d'ici 2022. Alors dites-nous un petit peu plus sur cette carte d'identité numérique. Oui, alors peut-être un petit retour en arrière. Hein,
Donc l'identité numérique, vous l'avez dit, c'est un projet important. Donc c'est aussi un programme interministériel, donc sous le patronage à la fois du ministère de l'Intérieur, du ministère de la Justice, du secrétariat d'État au numérique et aussi d'ailleurs du ministère de l'Action et des Comptes publics. Donc l'objectif du programme, c'est de produire un moyen d'identification électronique qui soit sécurisé. Sécurisé au sens du règlement EIDAS. EIDAS a été moteur dans sa perspective, sécurisé, donc qu'il soit là du niveau faible, niveau substantiel et niveau élevé. Ça partait du constat qu'il y avait une carence de l'offre privée, notamment en ce domaine. Donc l'État a souhaité développer sa propre solution et garantir dans le monde physique, comme Lionel l'a rappelé, dans le monde virtuel, pardon, dans le monde numérique, apporter les mêmes garanties qu'il apporte dans le monde physique pour l'identité des citoyens. Donc plusieurs moyens étaient envisagés. La carte nationale d'identité n'est pas le seul moyen possible. Il se trouve néanmoins qu'il y a eu en juin 2019 un règlement européen qui impose pour tous les pays de l'Union la mise en place sous 2 ans d'une carte nationale d'identité électronique pour le passage des frontières. Donc ça a été une occasion, ça a été un peu une sorte de divine surprise. Donc on a décidé, la décision a été prise par l'État de s'appuyer sur ce dispositif pour d'adosser l'identité numérique à cette future carte nationale d'identité électronique, permettant ainsi de mutualiser en quelque sorte les moyens d'instruction et les moyens de délivrance. Donc cette CNIE, on l'appelle par son petit nom, doit être produite sous 2 ans, donc à l'été 2021, et devrait, si tout va bien, porter une identité numérique et être utilisable sur smartphone et également sur PC, pour garantir son identité. D'accord. Et qu'on pourra via France Connect. Utiliser en lieu et place pour accompagner cette fameuse application mobile dont je parlais tout à l'heure, Alicem, ou pas? Alors, Alicem, c'est encore c'est un dispositif supplémentaire. Alors, Alicem, c'est en quelque sorte un prototype, une préfiguration. C'est une solution qui a été développée par le ministère de l'Intérieur pour combler un vide et puis aussi pour tester en quelque sorte une solution d'identité numérique. Et Alicem constituera une brique au sens où, au-delà de la CNIE, on continuera à offrir la possibilité de s'identifier via un passeport, bien sûr. D'accord. Et cette carte et ces dispositifs France Connect, par rapport à l'Europe, est-ce que c'est des choses qui vont être similaires? Est-ce que chaque pays va faire son propre système? Comment ça va se passer? J'ai évoqué le règlement EIDAS, justement. Le règlement EIDAS prévoit un dispositif d'authentification transfrontalière. Ça veut dire en clair qu'un citoyen... si un pays notifie à la Commission une solution d'identité électronique, cette solution d'identité électronique pourra être utilisée dans un autre pays de l'Union. Donc, un citoyen estonien pourrait, s'il souhaite bénéficier d'un service public en France, s'identifier via le nœud EIDAS que constitue France Connect. Donc, l'idée, c'est effectivement que l'identité numérique ne soit pas un obstacle à la circulation des personnes en Europe. D'accord. Et là, l'imprimerie nationale intervient aussi dans ce cadre-là ou pas du tout? Alors, oui, l'imprimerie nationale intervient. En fait, l'imprimerie nationale est en charge de la production et de la personnalisation des titres d'identité au niveau France. Donc, l'imprimerie nationale, ou IN Group maintenant, en tant qu'imprimerie nationale, est en charge d'assurer la souveraineté de l'État français dans, j'allais dire, la conception, la gestion et la diffusion des titres d'identité. Donc l'imprimerie nationale est aussi le partenaire de nombreux États à l'international, puisque nous avons par exemple plus de 77 références à l'international, plus de 20 États partenaires. Nous avons un parc par exemple de passeports électroniques de plus de 35 millions de titres déployés, et rien que l'an dernier, nous avons produit plus de 5 millions de cartes d'identité nationale. D'accord. Et donc ce chiffre va aller s'accélérant, puisqu'on a une obligation là, réglementaire européenne. Exactement. Donc pour compléter sur le sujet de la CNIE, donc une régulation EIDAS impose, on va dire, aux États le déploiement
d'une nouvelle carte d'identité nationale suivant un format compatible ICAO. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans cette carte d'identité nationale, on va retrouver les données data, ce sont les noms, prénoms, on va dire, des individus. On va retrouver des données biométriques aussi, qui vont être similaires en fait en termes de profil et d'information à ce que vous retrouvez dans votre passeport. Hein, c'est-à-dire les mécanismes de sécurité vont être les mêmes, et les contrôles d'accès logique aussi aux informations sont similaires. Donc, quand vous dites des données biométriques, c'est empreintes, alors, ça peut être l'iris aussi. Voilà, c'est comme pour votre passeport, en fait, vous allez avoir un contrôle d'accès aux données qui sont contenues dans le passeport, et certaines données biométriques feront aussi l'objet d'un contrôle d'accès logique pour que juste les États puissent pouvoir y accéder. D'accord. Et comment donc le Security Identity Alliance, hein, qui repose sur des standards ouverts, s'intègre-t-il dans ce vaste moyen d'identification numérique? En fait, le SIA, nous, on s'occupe de faire la promotion des bonnes pratiques, c'est-à-dire que tous les acteurs leaders font partie de cette organisation. Donc, ça permet d'avoir un discours au niveau international qui soit non biaisé, puisque là, on n'est pas en train de faire la promotion d'une société ou d'une autre, mais vraiment de ces technologies, des bonnes pratiques, de la manière de mettre en place les technologies. L'initiative OSIA auquel vous faites référence, c'est parti d'un constat, en fait, ce qui se passe justement partout dans le monde. Jusqu'à présent, le marché des systèmes de l'identité. Donc là, on n'est pas sur la partie documents, puisque tout ce qui est documents, passeports, etc., est très bien normalisé, que ce soit à l'ISO, ICAO. On est sur la partie système d'identité, donc les registres, donc un petit peu les registres qui peuvent composer et parler entre eux, par exemple en France, à travers France Connect. Mais dans beaucoup d'autres pays, vous avez des registres et il n'y a aucune communication entre ces registres. Ils ont été fournis par des sociétés différentes. Certains ne sont même pas digitalisés. Donc, on n'est pas du tout à un niveau de maturité comme celui de la France, qui est un pays quand même moderne. Donc, il y avait un vrai problème de normalisation. C'est-à-dire que donc, tous ces registres ne peuvent pas se parler. Donc, on ne peut pas avoir un système où vous utilisez votre identité digitale pour aller utiliser un service. Donc, il faut d'abord commencer par la base. C'est-à-dire que tant que vous n'avez pas cette base, ce fondement, qui sont le registre civil, enfin tous les registres auxquels on faisait référence tout à l'heure, vous ne pouvez pas lancer de service. Donc, OSIA, ce sont tous les industriels qui font partie du SIA qui ont lancé cette initiative. C'était aussi une demande des gouvernements qui en avaient un petit peu assez d'être verrouillés par des solutions propriétaires. Donc, ça permet de ne pas... Enfin, on ne peut pas changer de fournisseur, on ne peut pas bénéficier des dernières innovations. Donc, l'industrie s'est mise autour de la table et a décidé de travailler sur une norme, une API, qui va permettre... Donc l'API, en fait, c'est sur les formats de données, les protocoles, la sécurité, la manière de gérer la protection des données. Donc on a défini ensemble, en fait, une API qui, si elle est intégrée par chaque fournisseur, ça permet aux solutions de chaque fournisseur de se parler. C'est-à-dire qu'un gouvernement va, par exemple, faire son registre civil avec le groupe IN, et va peut-être avoir ce qu'on appelle un registre de population avec un autre de nos membres. Et les deux registres vont pouvoir échanger de l'information parce qu'il y aura une norme qui précise la manière de le faire, en fait. C'est ce qu'est OSIA, en fait. Je vous ai apporté des brochures, si ça vous intéresse, elles sont sur la table. Donc voilà ce qu'on a fait. Donc Et vous travaillez avec le gouvernement français? On est en contact, comme c'est une norme technique, donc ils sont au courant, on en a parlé. Par contre, je me dis, il faut peut-être qu'on parle un peu plus avec France Connect, puisqu'il s'agit d'une API de communication entre différents registres. Donc on travaille aussi, on est en contact avec l'AFNOR, avec EIDAS en Europe, parce qu'en Europe, EIDAS c'est un règlement, mais derrière il y a eu énormément de développement technique, donc on les voit de manière à réutiliser partout ce qui a déjà été fait. C'est-à-dire que l'idée c'est pas de réinventer la roue. Donc toutes les normes préexistantes sur les formats de données et autres sont réutilisées. On travaille en utilisant de l'existant et des normes ouvertes, c'est-à-dire selon les standards ISO.
Voilà, l'idée, donc on travaille avec tous les acteurs techniques de ce marché. Dans quel pays êtes-vous déjà intervenu? En Europe, en Afrique? Alors aujourd'hui, ça a beaucoup de succès en Afrique parce qu'on a commencé par développer la partie, je ne sais pas comment on dirait en français, fondationnelle, non, fondatrice, non, les registres en fait, parce qu'avant de pouvoir lancer des services, les fondements, il faut que voilà, c'est l'état civil en fait. Il faut que l'état civil soit en place. Donc aujourd'hui, on travaille de manière très proche avec les pays africains. Donc OSIA a déjà été mis en place dans un projet qui implique Civipol d'ailleurs en RDC, République démocratique du Congo. C'est le premier. Il y en a d'autres en préparation. Ils ne sont pas publics, donc je ne peux pas les mentionner, mais je sais que chacun de nos membres est en train de travailler et intègre cette norme dans leurs produits. On est en train de travailler sur le programme de certification, parce que ça c'est important, parce qu'il faut, quand les sociétés disent qu'elles sont conformes à la norme OSIA, il faut absolument qu'elles le soient. Donc on est en train de travailler sur le projet, la certification. Et voilà, donc c'est tout ce que je peux dire sur le déploiement de la norme. D'accord. Alors en termes de... On a commencé à évoquer les données collectées tout à l'heure. Nom, prénom... date de naissance, ce qu'on peut retrouver sur un passeport, une carte nationale d'identité. Voilà. Mais on ne sait pas toujours exactement quelles sont les données collectées. Bon, la fameuse application, je reviens là-dessus, à l'ICEM, où on est en mouvement, etc. La CNIL a un peu râlé en disant qu'il fallait d'autres moyens de se connecter, et pas forcément que celui-là. Donc, qu'est-ce qui est collecté? Où c'est gardé, et qu'est-ce qu'on pourrait craindre? Vous allez me dire rien, mais... Je vous écoute. Oui, je pense d'abord, il ne faut pas résumer l'identité numérique, on va dire, à un mécanisme d'authentification biométrique. Il existe d'autres mécanismes d'authentification avec des parcours d'usage différents. En fait, on peut catégoriser les mécanismes d'authentification suivant 3 facteurs, qui sont ce que je possède, par exemple mon titre, ma carte, ce que je suis, alors là on va être dans le domaine de la biométrie, et ce que je sais. C'est-à-dire, par exemple, un password ou un code PIN. Donc, derrière, les mécanismes d'authentification, il y a d'autres solutions qui existent autour, on va dire, d'autres mécanismes d'authentification qui sont, par exemple, l'obtention d'un consentement utilisateur via un code PIN. Donc, il ne faut pas juste résumer à la biométrie. C'était ma question. Et sur France Connect, quelles sont les données collectées ? Alors, juste pour étayer, effectivement, nous, France Connect, on laisse chaque fournisseur d'identité mettre de son parcours de connexion et d'authentification, enfin, d'identification et d'authentification. C'est ce qui fait un petit peu la particularité de cette plateforme et de ce produit, c'est qu'il laisse à chaque citoyen le choix de son fournisseur d'identité. Alors après, il y a effectivement quand même ces fameux niveaux du règlement IDAS, ces fameux niveaux faibles, substantiels et élevés, qui vont forcément induire qui vont induire le parcours. Il est plus compliqué, a priori aujourd'hui, de dérouler un parcours pour accéder à un service sensible, où il va falloir se réassurer via un facteur supplémentaire, qu'un parcours où c'est un simple identifiant mot de passe. Mais donc chacun, en tout cas c'est la spécificité de France Connect, chaque acteur fournisseur d'identité déroule son parcours de connexion. Alors après, concernant les données, France Connect, encore une fois, c'est une plateforme qui fait transiter les informations, mais qui ne stockera pas ces fameuses informations qui sont collectées par le fournisseur d'identité, qui sont les données de la pièce d'identité ou du passeport, nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance, transitent depuis le fournisseur d'identité vers le fournisseur de services, mais ne sont pas stockés chez France Connect. Donc de ce côté-là, nous, quelque part, on est à l'aise. Je reviens quand même sur l'ICEM, vous voyez, je m'accroche. Oui, je crois qu'à l'ICEM, c'est un sujet effectivement incontournable en ce moment. Donc, voilà. vous savez, ce fameux journaliste qui a découvert au moins une faille de sécurité. Alors, à l'ICEM n'est pas ouvert au public. Oui. Elle est en cours de test. Donc, je crois que c'est important de le rappeler. Donc, en cours de test, de sécurisation, d'analyse par l'ANSSI aussi. Il faut savoir que toutes les solutions d'identité sécurisée seront validées par l'ANSSI, qui est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, et qui veille au grain, de façon indépendante, sur la sécurité de conservation et de transfert des données. Mais
S'agissant d'Alicem, la principale crainte, c'est celle légitime d'ailleurs, hein, c'est celle de la reconnaissance faciale. On en parle beaucoup dans la presse en ce moment. J'imagine que l'assistance a remarqué, comment on dit, cette petite agitation autour d'Alicem. Alors, il y a beaucoup d'irrationnel quand même dans cette question, au sens où Alicem n'est en rien obligatoire. On parle de reconnaissance faciale obligatoire, je crois que c'est complètement faux. Déjà, Alicem est une solution limitée au passeport et au titre de séjour. Rien n'oblige les gens à détenir un passeport, bien sûr. C'est évident que ce ne sera pas l'unique solution. Oui, mais vous savez, après, comment vont les choses, après, on ne peut plus se passer de certains moyens pour aller à des services, donc de fait, ça devient obligatoire. Mais... Je vois, oui, tout à fait. Je vois le raisonnement, mais il n'est pas tout à fait exact. Au sens où l'offre d'Alicem, comme la future offre régalienne, ne sera qu'une offre parmi d'autres. La personne qui passera par France Connect aura le choix de plusieurs solutions. Solution publique, solution privée. Nous-mêmes, dans le cadre du développement de la CNIE, ou plus globalement de l'identité numérique régalienne, on veille à ce qu'il y ait une alternative, à préparer une alternative à la reconnaissance faciale. D'ailleurs, on a facilement les moyens, puisque les gens, pour retirer leur titre, se déplacent en mairie. Et là, c'est le moment d'un face-à-face qui équivaut à la reconnaissance faciale. À l'ICEM, c'est en dehors de toute démarche administrative. Il suffit d'avoir son passeport et son téléphone. Et on s'authentifie une fois. La reconnaissance faciale se fait qu'une fois, au moment de l'enrôlement. Après, plus besoin de reconnaissance faciale. Et bien sûr, comme je l'ai dit, parmi nos préoccupations, c'est d'offrir une alternative à cette modalité d'enrôlement qu'est la reconnaissance faciale. Donc, en rien, ce sera obligatoire et ce sera complètement révocable, au sens où toute personne qui rentrera dans le dispositif Alicem pourra parfaitement en sortir dès qu'il le souhaitera et aura d'autres solutions à sa disposition. Très bien. Voilà. Alors, moi, ce que j'aimerais, c'est donner la parole, en fait, au public et leur demander... s'ils ont des questions qui sont plus en rapport avec leur métier. Est-ce que quelqu'un a une question ? Alors, je vais descendre. Merci beaucoup, bonjour. Ma question est liée justement à la CNIE. Aujourd'hui, une grande partie du travail que j'effectue au sein de notre outil de capture, c'est par exemple de récupérer les informations sur les cartes d'identité, parce que c'est encore un moyen qui est très utilisé. Qu'est-ce qui est prévu demain avec cette CNIE ? Est-ce que ça va complètement... c'est-à-dire, est-ce que les informations seront toujours lisibles sur la carte ? Est-ce que ça sera complètement disparu ? Est-ce que la carte, finalement, ne pourra plus être utilisée en dehors d'un moyen électronique de reconnaissance ? Non, certainement pas. Ça restera d'abord une carte d'identité. D'accord, donc un document. Un document physique, voilà, avec les mentions qu'on connaît actuellement sur nos cartes d'identité actuelles. D'accord. Est-ce qu'il est prévu des facilités, justement, de récupération de ces informations qui, aujourd'hui, sont une vraie tannée, très clairement, pour les outils, pour essayer d'automatiser un peu la récupération de ces informations ? Alors, c'est en cours d'étude. Sachant sur les données alphanumériques, en lien avec France Connect, on étudie la possibilité d'associer des acteurs privés, sachant que les données biométriques, elles, sont bien sûr réservées aux agents publics. Oui, on parle juste de nom, prénom, date de naissance. Voilà, ça, c'est en cours d'étude. On est en train de définir un peu le modèle d'écosystème qui permettra d'associer en partenariat acteurs publics et acteurs privés, justement. Très bien, merci. Voilà, je vous en prie. Merci. D'autres questions ? Oui. Il y en a plusieurs, il y en a 4 ou 5. Il y en a plusieurs. Joël. Bonjour, moi j'ai une question en corollaire pour M. Pichon. En corollaire de la CNIE, que pensez-vous de la gangrène que représente la NTS ? Mais j'appuie mon mot, gangrène. Attendez, excusez-moi, j'ai un peu de mal à... Parce que c'est la NTS aussi, l'Agence nationale des titres sécurisés. Voilà, qui est un établissement public qui vise à la délivrance dans une anonymat total, à qui vous écrivez, ils se font une gloire de vous répondre, que vous aurez une réponse dans les 8 jours. Moi, ça fait 3 fois que je pose la même question, ça fait plus d'1 an, j'attends toujours la réponse. Et c'est quoi votre question, monsieur ? Ma question, c'est simplement d'obtenir un numéro pour pouvoir passer un permis de conduire.
Voilà. Je pourrais vous donner d'autres exemples, hein. J'ai un voisin camionneur qui a failli être mis en faillite parce que là, il vendait ses camions, donc il doit recevoir, je ne connais pas trop le système, il doit recevoir de la NTS des droits, enfin des droits de cession de vente. Au bout de 6 mois, ils n'avaient toujours pas. Alors, il y a un service support à la NTS avec un numéro de Oui, qui téléphone. ne vous répond jamais. Alors, bon, c'est pas tout à fait le sujet. J'en suis absolument d'aujourd'hui. Donc, on va Bon, peut-être passer à des questions plus, Non, mais plus directes. on pourra se voir après, si vous voulez, monsieur. Alors voilà, nos intervenants. Joël, ta question est excellente, mais je pense que c'est peut-être quelque chose qu'il faudra résoudre après. Voilà. D'autres questions? Alors, s'il vous plaît, peut-être ce serait bien que vous vous présentiez pour qu'on sache qui vous êtes. Gérald Dermoy, UGAP. Ma question concerne France Connect, en fait. Donc, j'ai compris que les appellations avaient un peu changé. Donc, jusqu'à présent, on était sur France Connect Agent. Et j'aurais voulu avoir des informations sur Agent Connect, c'est ça? Oui. Et voilà, qui est un service dont on entend parler maintenant depuis un certain temps. Et donc, je voudrais savoir où ça en est et comment ça avance. Non, effectivement, Merci. c'est légitime parce qu'on est parti tout feu, tout flamme sur l'ensemble de nos produits pour adresser les personnes privées, les entreprises, etc. Bon, il se trouve que France Connect et ce déploiement et cette montée en charge nous occupent énormément et qu'on a été obligé de ralentir le sujet qui adresse donc les agents de la fonction publique. En fait, juste pour résumer, c'est que dans le monde de la fonction publique, il y a 5 millions d'agents qui connaissent un petit peu les mêmes freins, les mêmes irritants que vous dans votre vie d'internaute, qui accèdent à des systèmes d'infos différents et qui se bagarrent pour avoir des habilitations, qui gèrent moult identifiants. Donc effectivement, on a souhaité adresser le sujet à la DINSIC et on a fait des promesses et qui ont du mal à être tenues là, depuis l'année dernière. Bon, concrètement, hein, parce qu'on est vraiment avec des équipes techniques dans l'opérationnel, on a 2 ressources qui vont être dédiées sur ce produit d'ici la fin de l'année, qui arrive d'ici la fin de l'année. Donc on reprend les travaux simplement là, fin d'année, début de l'année prochaine. Ce qui veut dire une mise en place d'ici 2022 ou plus tard. Alors après, quand on rentre dans le détail, on voit qu'il y a deux types de dispositifs. Il y a Agent Connect pour les grandes administrations, parce que là, on va pouvoir capitaliser sur ce qu'on appelle toujours, dans notre jargon, des fournisseurs d'identité, qui sont c'est des macro fournisseurs d'identité, et là tout va bien. Hein. Vous imaginez la mire de connexion France Connect pour les agents publics où il y aurait 300 fournisseurs d'identité, ce ne serait pas possible. Donc le premier travail, c'est d'identifier ces fameux fournisseurs d'identité. Pas de problème dans les grosses administrations. Ensuite, dès qu'on s'adresse aux collectivités, c'est plus compliqué. Donc on sait déjà qu'on va travailler sur 2 axes, un pour adresser les grandes administrations et un autre pour les collectivités. Je ne sais pas si vous faisiez référence aux collectivités. Bon, donc deux axes certainement, et pas forcément une seule réponse pour adresser les deux sujets. Merci. Merci, je me présente Ibrahima du Sénégal. C'est une question en fait de conviction. Pensez-vous qu'on va plus vers une sorte d'identité numérique universelle ou plutôt vers l'interopérabilité de plusieurs systèmes d'identité numérique? Je pose la question parce que on se rend compte que le territoire de prise en charge change. Hein. Aujourd'hui, un Français, il est à l'étranger et les étrangers sont en France. Et partout, on capture toujours, même le facial. Quand je vais en Chine, par exemple, et que je vois qu'ils sont très avancés sur ça, il n'y a pas besoin d'être chinois pour voir sa reconnaissance faciale prise en charge. Et ça peut créer un certain désordre. Votre conviction, c'est est-ce qu'on ira un jour vers des identités universelles ou ce sera toujours de l'interopérabilité? Donc j'allais dire, il y a pas de réponse évidente à l'heure actuelle. C'est surtout un schéma, une décision qui se fait en fonction des États. J'allais dire, en France, nous avons France Connect qui nous permet d'avoir justement différents fournisseurs d'identité, à la fois des acteurs privés, des identités publiques, qui nous permettent d'accéder à des services actuellement des administrations, demain des services privés certainement. L'avantage, c'est justement ce dont on discutait, c'est la possibilité d'utiliser différents mécanismes d'authentification.
hein, qu'il soit autour de la biométrie, qu'il soit autour de ce que je sais. Donc, ensuite, en fonction des États, je pense que la réponse va être différente. Ce qui est important, c'est, et on va revenir sur la notion d'OSIA, c'est aussi la notion d'interopérabilité. Dans le cas d'un schéma identitaire unique, l'objectif sera pour un État certainement de gérer l'interopérabilité pour ne pas devenir dépendant d'une solution. Peut-être allez-y. Oui, je voulais juste sur compléter l'interopérabilité. ce que tu disais. En fait, nous, on pense qu'il n'y aura pas d'identité universelle, hein, parce qu'en fait, l'identité juridique, c'est vraiment le domaine régalien. Et c'est quelque chose qui n'est pas défini au niveau international, même au niveau européen. Le grand rêve de la carte d'identité européenne, il est tombé aussitôt, et c'est pour ça que IAIDAS a été fait. Ce sera la même chose en Afrique. En fait, si on regarde ce qui se passe actuellement en Afrique, vous apercevez qu'ils sont en train de mettre en place des standards d'interopérabilité pour que chacun fasse son système, mais que les systèmes et les moyens d'authentification se parlent. Donc c'est vraiment de la reconnaissance mutuelle, et on n'est pas du tout en train de partir vers des identités universelles. Je rajouterais bien juste deux mots, parce que je pense que une identité universelle présente de gros inconvénients, et en revanche, la pluralité comme ça des identités, je trouve, moi, présente beaucoup d'avantages, en dehors de plaire à la CNIL, hein, parce que tout centraliser, c'est quand même un peu dangereux aujourd'hui. Et puis, mais ça, vous l'avez dit, je pense que ça crée un peu ça stimule, ça crée de l'innovation, le fait d'avoir plusieurs acteurs qui vont proposer des parcours différents, des moyens d'authentification différents. Et ça, c'est très important aujourd'hui de stimuler ces innovations et ces différences. J'approuve totalement ce que tu dis, hein. On parlait d'Alicem et de la Chine, hein. Voilà. Je crois que c'est très important que cette question d'identité, qu'elle soit juridique, qu'elle soit physique, qu'elle soit numérique, soit sous contrôle démocratique dans nos pays. Donc évidemment, je pense qu'une identité universelle ne répondrait pas à cette exigence, hein. Donc je pense qu'on est vraiment sur une logique d'interopérabilité, et heureusement. On peut rajouter aussi un élément, l'avantage aussi d'une solution type France Connect, c'est l'inclusion. L'inclusion des citoyens, puisqu'on a différentes solutions, par exemple Mobile Connectez-moi, qui est basée sur la téléphonie mobile. On peut avoir des solutions qui seront directement basées sur la carte d'identité nationale. Donc différents schémas sont possibles, avec une convergence autour de France Connect pour accéder à différents services. Bonjour, Jean Kaminski, je travaille justement avec Juliette Pauli sur Solutions Numériques. Je vais vous poser une question, tout le monde ne peut pas être autour de la table présent. La Poste, par exemple, là, n'est pas là aujourd'hui. Ils avaient annoncé un certain nombre d'initiatives, un propre portail aussi pour l'identité, et la mise à disposition des agents, des facteurs, pour identifier à domicile, au besoin, l'identité des gens et la faire coïncider avec l'identité numérique. Donc je voulais savoir si vous travaillez avec eux, s'ils vont avoir un rôle actif, puisqu'ils sont proches des gens, ils sont sur le terrain, et notamment avec vous, France Connect. Oui, la Poste est un des acteurs avec qui on travaille depuis le début. Donc c'est aussi un acteur très important dans notre dispositif. Alors, France Connect n'a pas... on peut pas mettre en avant tel ou tel acteur, hein, mais bon, effectivement, comme ils sont pas représentés là à la Poste, moi je veux bien raconter un petit peu leur histoire, et c'est vrai qu'il y a de gros investissements à la Poste. Ils investissent dans le réseau des facteurs, dans le réseau des bureaux de poste. Donc leur produit identité numérique va être distribué, depuis le début il est distribué par les facteurs, mais là en plus, si vous vous déplacez dans un bureau, vous allez pouvoir, ils vont vous délivrer une identité numérique. Alors j'ai entendu parler d'un déploiement dans 4000 bureaux, qui doit se tenir là dans les semaines à venir. Que dire, donc voilà une richesse et une diversité des parcours, hein, puisque la Poste propose vraiment un parcours très, très différent, et si vous êtes fâché avec vos impôts, avec votre téléphone, etc., bah vous vous déplacez à la Poste. Donc c'est vraiment, encore une fois, cette diversité de parcours. On sait bien que tous les Français ne sont pas identiques, ils ont chacun leur façon de vivre et de penser. Donc voilà, des acteurs qui adressent différemment ce parcours d'identité numérique.
d'autres questions, monsieur? Oui. Oui, bonjour Yves Sornelas, je suis un consultant en management de service, je suis un ancien d'Orange Business Service, donc mon métier c'est le numérique. Alors, j'ai pas une question sur le futur, j'ai une question sur le présent, c'est-à-dire comment on peut améliorer d'ores et déjà les parcours d'usage et se servir d'expériences qui réussissent. Alors, par exemple, moi, j'ai rien contre la NTS, au contraire. Je me suis connecté un lundi après-midi à 15h, j'ai reçu mon permis de conduire le vendredi matin suivant. Tout ça de manière complètement numérique. Donc, je me suis dit, je vais faire ma carte nationale d'identité, ça ira plus vite. Alors, au cas que vous ne l'aurez pas remarqué, je m'appelle Solon Elias. Donc, c'est d'origine catalane, espagnole. Et donc, pendant longtemps, on me demandait, tous les 10 ans, moi qui suis un ancien fonctionnaire d'État, si j'étais bien français. Ça a un peu évolué. Mais donc, je me retrouve avec un système numérique, notamment une capture d'image et de données pour mon permis de conduire. Je donne la même photo à ma mairie, qui m'explique qu'elle n'est pas valable parce que ça me coupe une oreille. Donc comment on peut faire, par exemple, pour faire que sur la carte nationale d'identité, puisqu'on a saisi déjà une image, on la réutilise via une URL, etc. En gros, comment on est capable d'améliorer le parcours de manière à ce qu'on simplifie aussi la carte nationale d'identité. Je crois que je suis à ma 6e, peut-être même 7e maintenant, vu mon âge, carte nationale d'identité, sachant qu'on me redemande les mêmes données à chaque fois, de manière un peu mécanique. J'oublie de préciser que j'ai aussi bossé dans les collectivités territoriales, donc c'est dire si ça m'énerve. Donc comment on peut améliorer, au lieu de faire des discours parfois génériques sur ce qu'il y a au fond, alors qu'on a déjà les mécanismes qui peuvent exister? Oui, je vais bien essayer de répondre. Voilà. En restant sur le sujet de l'identité numérique, bien sûr, qui sera effectivement, on peut enlever le point d'interrogation, on y croit, un levier de transformation publique, de transformation des usages aussi en ligne. L'intérêt justement d'avoir une carte nationale d'identité électronique, d'avoir plus globalement un moyen d'identification en ligne sécurisé, c'est d'éviter justement de devoir produire plusieurs fois, selon les cas d'usage, des justificatifs. La CNIE et d'autres solutions qui seront proposées par des acteurs privés, qui sont des solutions sécurisées, permettront d'attester en ligne de son identité sans qu'il soit besoin de l'approuver par l'envoi d'autres documents, d'autres attestations. Donc c'est effectivement un élément de simplification. J'espère que j'ai répondu à votre question, monsieur. Je vais essayer d'apporter des éléments. Je passe la main à lui. Puisque le système possède ma photo, pourquoi il ne peut pas être reproduit pour d'autres supports d'identité, tout simplement. Il y a des questions aussi de gestion des données. Il y a des questions CNIL. Voilà. Et ça, c'est il y a des questions de législation et du rôle des députés qui ont peur de leur ombre. Il y a plein de choses comme ça. Il y a aussi le souci des libertés publiques et le fait que les fichiers ne sont pas interconnectés. On parlait de la crainte liée à l'ISEM, mais on est en plein dedans, là. Voilà. Donc, je pense que c'est aussi important que notre photo ne soit pas diffusée dans des tas de fichiers et serve de référence. Voilà. C'est important de garder des barrières. Alors, il y a quand même un sujet parce que ce sujet-là, il est traité. Il y a un décret qui s'appelle « Dites-le nous une fois », et je pense qu'on est dans cette idée que l'État a une connaissance de votre identité, de votre revenu fiscal, voilà, de vos droits à la maladie, de votre permis de conduire. Et là, en fait, tout ça, évidemment, elle vous connaît mieux que quiconque, sauf que c'est siloté. Et effectivement, l'administration A n'a pas les informations de l'administration B et inversement. Non, mais je ne parle pas d'identité seulement. Je ne parle pas d'identité. Je parle de dites-le-nous une fois, et quel que soit le type de données qui est détenu à un endroit dans une administration, mais que ces données ne transitent pas d'administration en administration. En tout cas, c'est pas courant. Il y a un sujet qui s'appelle les API. Alors ça, vous l'avez cité tout à l'heure. C'est un des points
les API France Connectée, parce qu'une fois que vous détenez l'identité de la personne, c'est un peu compliqué, hein, mais une fois que vous êtes sûr, vous, je sais pas moi, on va prendre un exemple, collectivité à Nantes, hein, qui vous vous connectez avec France Connect, donc ils ont la connaissance, ils sont sûrs que c'est bien Lionel Fouillenne qui se connecte sur la ville de Nantes. Et puis moi, je veux inscrire ma fille à la crèche, et pour cela, il faut que la mairie de Nantes connaisse mon revenu fiscal. Alors, j'ai deux solutions, hein, aujourd'hui, ou bien j'envoie un beau courrier, c'est réconcilié par le back-office, ou bien je scanne, et ça c'est un petit peu fastidieux, ou bien j'autorise, par une fenêtre de consentement, la mairie de Nantes à accéder à mon revenu fiscal. Et ça, c'est rendu possible parce que Lionel, enfin tous mes attributs d'identité, les impôts me connaissent parfaitement, et donc on peut faire le lien entre mon identité et puis mon revenu fiscal, et mon revenu fiscal donc est uniquement cette donnée, alors que sinon vous allez produire un justificatif fiscal qui contient plein d'informations, vous allez l'envoyer par courrier, c'est lu par tout le monde, alors sans RGPD c'est affreux, et au niveau fraude également, parce que vous pourriez maquiller un document. Donc là, on a l'information qui va transiter depuis la source authentique, parce que ce revenu fiscal, il est quand même fabriqué là-bas, hein, dans votre compte fiscal, et cette information redescend directement dans le service de la ville de Nantes. Donc voilà un exemple de dites-le nous une fois, où on ne va pas vous redemander sans cesse toutes ces données. Ce n'est que le début, mais il y a déjà 3-4 cas d'usage comme ça qui font en fait circuler les informations avec le consentement de l'utilisateur d'une administration à une autre. Et en fait, ce principe d'identité numérique, c'est un peu la même chose. C'est déjà dites-le nous une fois sur votre identité. Vous allez décliner une identité numérique depuis une CNIE ou depuis un rendez-vous avec le facteur, etc. Et ensuite, fort de cette identité numérique, vous allez l'utiliser N fois. Tout à fait. C'est vrai qu'on note quand même un effort de simplification, hein, c'est certain, de tous les services et des accès aux services. Ça fait partie des grands objectifs, hein, du gouvernement. L'objectif, c'est aussi de dématérialiser les procédures, hein, maximum de procédures. Oui, bien sûr. Est-ce que quelqu'un a une autre question? Sinon, je la pose moi. Moi, je voulais savoir si on était, par rapport à l'Europe, hein, ou hors Europe, plutôt en avance, plutôt en retard, si on a des atouts justement sérieux. On a évoqué la multiplicité des moyens d'authentification qui peuvent être un atout. Dans certains cas, peut-être un défaut, mais c'est plutôt un atout. Où est-ce qu'on en est? Et qu'est-ce qu'on peut espérer même régler avec des pays partenaires, d'ailleurs? Est-ce que, honnêtement, je vais demander à mes collègues français, est-ce que la France est en retard, en avance? Au départ, peut-être un peu en retard, mais finalement, c'est peut-être un atout de s'y être mis un peu plus tard que les autres au départ. Parce qu'en fait, on s'aperçoit, quand on a créé le SIA, la Secure Identity Alliance, il y a 5 ans, je me souviens, hein, il n'y avait pas grand exemple, en fait. On cherchait les exemples pour nos rapports, donc on citait toujours l'Estonie, l'Inde qui commençait. Il y avait la Belgique, l'Allemagne, mais en fait, vous apercevez, donc c'était les premiers. Aujourd'hui, vous avez quand même une centaine de pays qui ont une carte électronique. Sur les systèmes d'identité digitalisés, la France est dans une bonne moyenne, je dirais. Ça évolue partout. On parle toujours de l'Estonie, mais c'est 2 millions d'habitants. Ils sont partis sur un terrain greenfield. C'est beaucoup plus facile. C'est pas un pays comme la France qui a quand même une vraie tradition d'administration. Vous avez des pays comme l'Allemagne où personne ne se sert de la carte parce que c'est tellement sécurisé qu'ils n'ont même plus envie de s'en servir. Vous avez la Belgique qui n'a jamais fait le saut vers le mobile, donc c'est pareil. Parce qu'en fait, si vous fournissez un moyen d'authentification qui ne sert qu'à payer ses impôts, il ne va pas être tellement utilisé. Donc c'est vraiment... vous avez l'Inde qui a certes enregistré toute sa population, mais qui a quand même beaucoup de soucis encore à régler parce que c'est absolument pas relié au registre civil. Donc ils tiennent... Enfin, vous voyez, les naissances et les décès ne sont pas vraiment comptabilisés, donc il va peut-être falloir qu'ils règlent ce problème-là. Ils sont en cours, mais ça va prendre du temps. Il y a des problèmes aussi de protection de la vie privée. Aux États-Unis, en fait, vous avez plusieurs modèles de gouvernance. En fait, hein. Vous avez vraiment les pays scandinaves qui sont très avancés, mais qui sont des petits pays, donc ils ont pu aller vite. Vous avez les
pays comme anglo-saxons, je dirais, États-Unis, Australie, en Angleterre, où vous avez l'État qui a créé un cadre, et ensuite c'est un peu le secteur privé qui se développe. Et vous avez ensuite l'Asie et la Chine que vous avez cité tout à l'heure. Donc là, c'est un modèle de gouvernance qui n'est, à mon avis, en tant qu'européenne, pas enviable. Et puis, vous avez en fait l'Europe centrale, hein, donc l'Allemagne, la France, ces pays-là, où qui ont une vraie tradition d'administration, en fait, où les choses sont mises en place plus ou moins vite, mais je pense que la France va prendre un terrain d'avance maintenant, le fait d'avoir eu un petit peu de retard. Parce que ce qu'on se rend compte, c'est que les pays qui ont tout de suite impliqué le secteur privé, dès le départ, par exemple, surtout les banques ou les opérateurs, ça a très très bien marché. Ceux qui ne l'ont pas fait, qui n'ont pas pris par exemple le chemin du mobile, aujourd'hui vous avez des consortiums privés qui se montent pour fournir des identités mobiles, donc faciles d'utilisation. Donc finalement la France aujourd'hui, avec France Connect et toutes les solutions d'authentification dont on a parlé tout à l'heure, va prendre une longueur d'avance, alors qu'au départ avait du retard en fait. Et je vois sur l'Afrique, puisqu'on m'a demandé de faire un peu le panorama international, on voit aujourd'hui qu'ils vont certainement faire ce qu'on appelle le leapfrog. Hein, donc, mais bon, déjà, il y a la mise en place. Actuellement, il y a vraiment énormément d'activités. Hein, tous nos membres sont très actifs en Afrique parce qu'il y a la mise en place et la consolidation et la digitalisation de tout ce qui est registre civil. Et ensuite, sur les moyens d'authentification, en Afrique, il y aura une carte d'identité qui est souvent un passeport parce que l'Afrique, les frontières officielles, ce ne sont pas les frontières de la vie de tous les jours. Donc ils ont déjà, à travers leurs unions régionales, créé des normes qui permettent tout de suite de passer les frontières facilement, grâce à des cartes comme le règlement européen qui vient de sortir sur les cartes d'identité européennes. Hein. En Afrique, ça existe déjà, que ce soit pour l'ECOWAS ou l'EAS. Et ils vont avoir la version mobile très rapidement, parce que le smartphone est en train d'exploser là-bas. Donc voilà. Donc finalement, la France ne restera pas en retard et l'Afrique bouge très vite. Vous pensez tous la même chose et puis on s'arrêtera sur cette question. Juste un chiffre rapidement. Il y a 15 pays européens qui ont déjà notifié une solution d'identité électronique à la Commission européenne. Voilà. Donc, manifestement, la France n'est pas encore dans le lot. Donc, c'est là où on a un peu de retard. On n'est pas tout à fait en avance. Non, voilà. Mais on va rattraper notre retard. Moi j'aime beaucoup la manière dont vous avez décrit là, le paysage. Je trouve c'est bien comme ça que je le vois également. C'est vrai qu'on est un petit peu en retard parce qu'on n'a pas encore notifié nos schémas d'identification. Voilà, bon. Moi, je dirais que d'ici la fin de l'année 2020, on devrait y être. Donc, voilà. Avec une plateforme, d'ailleurs, plus en avance que beaucoup, puisque déjà ouvert sur le secteur privé, avec tous les services qui se parlent, tous les registres qui peuvent communiquer entre eux. Donc, c'est quand même une offre qui est assez performante. Parce que, par exemple, l'Angleterre, vous voyez, avait commencé bien avant nous et leur système ne fonctionne pas. Ils ont beaucoup de mal. Hein. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Je crois qu'on peut vous applaudir.